Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Consultation publique sur la révision de MiFID. Avant de débuter, merci de respecter quelques consignes pour assurer une présentation optimale. Les micros et webcams sont par défaut désactivés. Je vous demanderai de ne pas les activer afin de garantir une bonne connexion. Cette session aujourd'hui sera animée par Josina du CFA Institute et de Bernard Coupé et Romain Devet de CFA Society France. Nous aurons une session Q&A à la fin de la présentation. Merci d'utiliser le chat pour poser vos questions pendant le webinaire. Vous pourrez également utiliser le bouton « Lever la main » qui est visible depuis l'icône « Participant ». Ensuite, je vous inviterai à poser vos questions en vous appelant par votre nom. Nous allons procéder à un test. Pouvez-vous tous lever la main si vous avez compris les consignes? Parfait, merci beaucoup. Romain, c'est à toi. Merci Marie-Alix, bonjour à tous. Je vais faire une rapide introduction puisque depuis quelques mois, j'ai l'honneur de présider le comité de volontaires advocacy et donc d'animer les travaux d'advocacy au sein de l'association française. Donc on nous demande souvent en quoi ça consiste l'advocacy, c'est parfois un petit peu mystérieux comme terme. Et en fait là, avec le sujet du jour, la révision de la consultation MiFID, on est en plein dans le sujet, puisque c'est une réglementation qui est extrêmement structurante pour notre industrie, pour l'industrie financière. Et l'advocacy, en fait, c'est le fait de pouvoir prendre la parole, exprimer nos vues sur ces sujets de réglementation qui sont extrêmement importants. Donc, aujourd'hui, le but du webinaire, c'est de vous présenter le travail qui a été fait conjointement par l'association CFA Society France et le CFA Institute dans le cadre de la consultation de la Commission européenne sur la révision de cette directive. Et c'est une directive qui est vraiment fondamentale puisqu'elle est extrêmement large et elle traite de sujets aussi variés que l'organisation des marchés ou de la protection des investisseurs. Et donc, c'est vraiment important pour une organisation comme la nôtre de pouvoir participer au débat. Donc, j'en profite pour les personnes qui seraient intéressées à participer aux travaux du comité advocacy. N'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes actuellement une douzaine parmi les volontaires de CFA Society France et vous êtes les bienvenus pour participer aux événements, aux réunions, aux différents travaux selon soit l'expertise que vous avez sur certains sujets ou une appétence particulière que vous avez sur des problématiques concrètes. Je disais que ce travail qui a été entamé est vraiment important, d'une part parce qu'il permet d'alimenter CFA Institute qui a répondu à la consultation. Donc Bernard et Josina vont vous expliquer cela dans un moment. Mais c'est aussi un travail qui est vraiment important puisque sur la base des réflexions, des travaux qui ont été menés par les volontaires au sein du comité advocacy, ça nous a permis aussi de définir un certain nombre de positions, un certain nombre de messages clés que nous pouvons maintenant porter auprès de la place de Paris. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vraiment quelque chose d'important qui existait auparavant déjà au sein de CFA Society France et qui a vocation à se développer de plus en plus, puisque maintenant, Bernard, nous ayant rejoint en tant que permanent, nous pouvons vraiment intervenir auprès de la place. Et l'idée maintenant, c'est sur la base de ces différents messages clés que Bernard va vous présenter, d'être en mesure d'aller entrer en contact avec des associations professionnelles, mais aussi avec l'AMF, pour leur présenter le point de vue de CFA Society France sur ces questions essentielles. Donc très rapidement, je vais juste
présenter les deux intervenants. Donc, Josina Kamerling, qui représente CF Institute, qui est basée à Bruxelles et qui est Head of Regulatory Outreach pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique pour CF Institute. Donc, Josina connaît par cœur les arcanes des coulisses de Bruxelles. Elle est tout à fait au fait de la réglementation et des process législatifs à Bruxelles. Donc, elle pourra nous apporter un petit peu la vision CF Institute dans le cadre de la consultation. Et puis Bernard Coupez, donc qui a rejoint CFA Society France en tant que permanent, donc qui s'inscrit dans le projet de professionnalisation, le projet de Society 2.0, qui fait qu'aujourd'hui nous avons 3 permanents qui œuvrent pour faire connaître l'association et pour développer un certain nombre d'activités. Donc Bernard a une très longue expérience sur la réglementation financière. C'est un expert qui a notamment travaillé longues années auprès de BNP Paribas, qui est aussi un ancien membre du collège de l'AMF. Donc, c'est un apport vraiment précieux pour CFA Society France sur ces questions d'advocacy. Et donc, il a rejoint l'association en tant que managing director sur l'advocacy depuis maintenant à peu près 3 mois. Voilà, je vais laisser maintenant donc le format. Bernard va présenter rapidement les travaux du comité advocacy de CFA Society France, les messages clés qui ont été élaborés dans ce cadre-là. Donc, on aura une vision plutôt France, CFA Society France, et puis par la suite, Josina apportera une dimension plus européenne, puisqu'elle replacera dans le contexte la réponse qui a été faite par CFA Institute à la consultation, donc en présentant les grands points de cette réponse, et puis aussi sûrement en mettant en exergue les différences qu'il y a pu y avoir aussi entre les différentes sociétés dans le cadre de cette consultation. Donc, je vais laisser la parole à Bernard maintenant pour qu'il puisse présenter un petit peu tout le travail qui a été fait, notamment avec les volontaires, que je remercie chaleureusement. Bernard les remercie à nouveau et les citer, mais c'est vrai que ce travail, encore une fois, il n'est possible que grâce aux volontaires qui apportent leur expertise, leur connaissance des sujets qui sont parfois très techniques. Donc, encore une fois, s'il y a parmi vous certaines personnes qui seraient intéressées à rejoindre le comité, n'hésitez pas à me contacter, ou bien Bernard. Voilà, je vais laisser la parole à Bernard pour la suite. Merci. Merci Romain. Merci Josina d'avoir accepté de participer à nouveau à notre webinaire. Donc cette fois-ci, comme vient de l'expliquer Romain, nous allons parler ensemble de ce que nous avons réalisé et préparé sur le sujet de la révision de la directive MiFID. Donc c'est effectivement la directive est un enjeu important. Elle est là pour à la fois organiser les marchés financiers en Europe. Comme l'a souligné Romain, c'est une révision qui touche beaucoup de sujets. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, comme souvent, les consultations sont relativement longues. Elles faisaient 94 pages et une petite centaine de questions. On n'a bien sûr pas souhaité répondre à toutes les questions, mais on a voulu nous focaliser sur certains sujets qui permettaient de bien exprimer les expériences et le ressenti des volontaires qui ont participé au groupe de travail. Comme l'a évoqué Romain, le workshop advocacy se réunit de manière mensuelle et spécifiquement pour préparer la réponse au dossier MiFID, nous avons organisé un sous-groupe qui s'est réuni 2 fois par vidéoconférence en raison du confinement, et nous avons également échangé par écrit sur quelques questions précises qui méritaient une formulation plus détaillée. Et dans ce cas-là, les différents participants se sont exprimés et j'ai essayé de faire
le plus intelligemment possible la synthèse des différentes sensibilités exprimées. Merci tout particulièrement aux volontaires qui ont participé, en l'occurrence Gladys Bonhomme, Jean-François Bouilly, Marian Pouillat, Alexandre Pratt-Fourcade, Édouard Séville et puis Marc Sinchemer, qui ont donc été à la base de cette réponse. J'ai bien sûr tenu compte aussi des remarques et des contributions de notre président Jean-Philippe Dorp et de Imad Barak. Et donc, conjointement avec Romain, j'ai rédigé deux choses. J'ai rédigé la réponse à la consultation que j'ai transmise à Josina Kamerling et à Roberto Riesti à Bruxelles. Et ensuite, nous avons, en même temps, pas ensuite, en parallèle, nous avons développé 9 messages clés que je vais détailler dans les transparents suivants et qui ont servi et qui vont servir de messages que nous allons autant que possible faire passer sur la place de Paris dans les différentes enceintes évoquées, les associations professionnelles, le régulateur et bien sûr les pouvoirs publics dans leur ensemble. Si vous avez des questions, des réponses ou des souhaits de participer comme expert ou que vous avez des expériences sur certains sujets, n'hésitez pas soit à utiliser mon adresse email que vous avez ici en dessous ou bien l'adresse plus générale Advocacy que nous pouvons lire tant Romain que moi-même. Next slide, please. Merci. Alors, la révision de la directive, je vais la présenter, je dirais, en quelques mots. Les processus de révision et les processus de consultation à Bruxelles sont extrêmement normalisés. Vous avez une période de temps qui est fixée au départ. Exceptionnellement, cette fois-ci, la période de réponse a été allongée de quelques semaines suite au confinement. Et donc, en fait, la réponse à la consultation européenne est donc partie le 18 mai. Et nous aurons l'occasion d'en discuter un petit peu plus en détail sur la version qui a été envoyée, en l'occurrence par Josina Kamerling. Pourquoi cette consultation de la Commission européenne est importante? Nous sommes en fait tout au début du processus de révision. Le processus de révision d'une directive est de plus en plus, en tout cas en finance, mais pas rien qu'en finance, déjà prévu dans le texte de la directive lorsqu'elle a été adoptée. Et la Commission européenne a mandat de la part des deux législateurs, en l'occurrence le Parlement européen et le Conseil de l'UE, de l'Union européenne, de pouvoir procéder à la révision dans un délai imparti. En l'occurrence, en 2020, plusieurs directives vont devoir être revues, et en l'occurrence, celle de MiFID. Ce qui est à la main de la Commission, par contre, c'est l'ampleur de la révision. Et ça, c'est un point quand même très important. Et donc, la première consultation qu'elle lance, c'est toujours important parce que ça montre les différents messages et les différents thèmes sur lesquels elle souhaite intervenir. Et effectivement, dans celle de MiFID, elle a d'abord demandé dans une première section que l'on se positionne de manière globale sur la perception de la directive. Et ensuite, elle a, dans une deuxième section, repris les champs qu'elle considérait comme prioritaires en tant que devant être révisés. Et à cet égard, elle a bien sûr pris en considération certains travaux qui avaient été lancés de manière antérieure et en particulier les travaux qui ont été initiés par le régulateur européen des marchés financiers, ESMA, qui avait fait une consultation à l'automne 2019, en particulier sur un sujet, le Consolidated, et l'organisation donc de l'information sur les transactions financières, à la fois en temps réel et en post-marché.
L'ESMA a publié en décembre 2019 ses conclusions et la Commission a donc repris un certain nombre de ses propositions en demandant de détailler les réponses que les différentes parties prenantes, donc les stakeholders, pouvaient avoir le souhait de mentionner. Et donc, nous, en tant que stakeholder, nous avons donc procédé à des réponses sur ce sujet. En termes de timing, sous réserve de l'évolution qui est en train de se profiler avec le déconfinement, ce qui était prévu au premier trimestre 2020, donc juste avant le confinement, c'était que le processus de lancement de la révision de la directive commence dans sa partie plus législative à partir du troisième trimestre 2020. Donc, cette première consultation n'est qu'un début et nous aurons probablement besoin, dans les mois à venir, nous aurons probablement besoin de revenir sur le sujet afin d'affiner les positions que nous souhaiterons défendre dans la mesure où la Commission va, après cette première consultation, certainement aller un peu plus loin et de manière plus précise sur ces propositions de changement de texte à caractère législatif. Donc, et là, on ne sera plus dans une consultation ouverte comme comme elle a eu lieu aujourd'hui, mais plutôt dans une consultation plus précise sur les textes concernés. En termes de méthodologie, juste pour rappeler comment les choses se passent, eh bien, donc le 18 mai, CFA Institute à Bruxelles a envoyé la version commune de CFA sur la consultation et, comme vous l'expliquera Josina, elle a intégré les différentes contributions des sociétés nationales, dont la Société française, dans cette présentation. Point important, en raison des bons contacts entre le CFA Institute et la Commission européenne, a été ajouté à la réponse de la consultation un document complémentaire explicatif qui revient sur quelques questions ou des expériences et des éléments de pratique observés par les membres ont pu être à la fois demandés par le staff de la Commission européenne et que nous avons pu effectivement faire remonter pour permettre de bien appréhender les réponses plus générales à la consultation. Donc, c'est pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que la Commission, évidemment, reçoit beaucoup de réponses, parfois des réponses qui sont plus des pétitions de principe que des affirmations, des faits ou des expériences. Et donc, il est important de garder à l'esprit qu'elle est très friande d'obtenir des retours d'expérience les plus proches du terrain. Et en ce sens, les réponses de professionnels que sont les membres de CFA Institute sont évidemment des données à valeur ajoutée importante. Pour ceux qui veulent non pas lire la consultation elle-même parce qu'elle n'est plus disponible, mais les premiers éléments ou la synthèse ou simplement le résumé qui est encore présent sur le site de la Commission, vous avez en dessous le lien Internet que je vous ai ajouté. Next slide, please. Voilà, les trois messages clés que nous avons souhaité identifier et commenter portent sur trois thèmes qui font partie de la consultation. Il y en avait d'autres.
notamment sur les matières premières, sur les marchés liés aux matières premières. Il y avait des sujets qui étaient également liés à des aspects un peu plus technologiques, mais de manière générale. Et nous avons donc souhaité, au contraire, nous impliquer sur 3 sujets qui sont importants pour nos membres. Le premier d'entre eux, c'est évidemment la protection des investisseurs, sujet sur lequel plusieurs questions et des questions très précises ont été posées. 2, assez naturellement, pour une association comprenant des professionnels de l'investissement et historiquement très impliqués dans la formation à l'analyse financière, il était évident que les sujets autour de la production de recherche et la couverture des petites et moyennes entreprises étaient des sujets sur lesquels nous allions devoir intervenir et donner notre position. Et enfin, last but not least, ce qui était intéressant aussi dans la foulée des discussions et de la consultation de l'ESMA, c'est important de rappeler quelques principes clés que nous avions en tête pour qu'en tant qu'investisseurs, nous soyons associés à l'élaboration d'un consolidated tape à l'européenne, comme le souhaite, ou comme l'a proposé d'abord l'ESMA, mais comme le souhaite également maintenant la Commission européenne. Next slide. Alors, le premier sujet, protection des investisseurs. Nous avons d'abord et avant tout voulu mettre l'accent sur des témoignages que nos volontaires nous ont fait remonter. Des témoignages qui ont tourné autour de 3 thèmes que j'ai essayé de résumer ici, en sachant qu'on a donné des exemples plus concrets dans le libellé du texte. Le premier ressenti, c'est de dire qu'il y a une très forte, il y a encore toujours, et de manière beaucoup trop forte, une tentation de pousser les conseillers en investissement à cocher des cases au moment où il faut identifier le profil du client qui est en phase 2, directement ou par voie informatique. Et le fait de cocher les cases, c'est évidemment une insatisfaction par rapport à la formulation correcte d'un conseil en investissement. Deuxième remarque qui a été plusieurs fois mentionnée, c'est le fait que MiFID II est évidemment à la jointure avec une autre directive, une directive qui porte, elle, sur les produits d'assurance. Et la conséquence de ça, c'est que le cadre juridique de l'assurance vie en France rend certaines dispositions de MiFID II inapplicables parce qu'elles sont en fait à la jointure entre ces 2 directives et en particulier lorsqu'on regarde les responsabilités respectives dans un contrat d'assurance vie entre les unités de compte qui, eux, dépendent de MiFID II et par contre le contrat lui-même qui, lui, dépend d'une autre directive, effectivement, il y a des frictions et ces frictions, nous avons souhaité les souligner parce qu'elles sont quand même la conséquence du fait que l'assurance vie en France est l'un des véhicules, si pas le véhicule majeur de détention de PCVM par les épargnants français. Troisième élément de ressenti qui a été également mis en évidence par nos membres et de manière assez convergente, c'est des expériences multiples et convergentes d'investisseurs qui se sont vus encore conseiller d'investir dans des produits qui n'étaient pas adaptés à leur situation. Ce qui est quand même un constat assez déprimant parce que ça veut dire que les ambitions qu'avait la directive MIF en matière de protection des investisseurs supposent encore et toujours des améliorations et il est donc important de le souligner. Ensuite, nous avons
trois messages que nous souhaitons apporter dans le cadre de la protection des investisseurs. Le premier, c'est le soutien de CFA Society France à l'idée proposée par la Commission européenne de créer une base de données à l'échelle de l'Union européenne qui soit supervisée par le régulateur européen des marchés, donc en l'occurrence ESMA, et permettant la comparaison entre les différents types de produits d'investissement accessibles dans les différents États membres de l'Union européenne. C'est paradoxalement un outil qui n'existait pas jusqu'à présent et qui est la suite logique des efforts de comparabilité d'un certain nombre de produits, que ce soit au travers de la directive MIF ou également la directive PRIPS, qui n'est pas dans l'objet actuel de la consultation. Deuxième message clé que nous souhaitons, sur lequel nous souhaitons insister, en lien avec les témoignages que je vous évoquais, c'est le fait que les règles actuelles sur les inducements pour les clients de détail, donc les clients retail, et qui devraient être appliquées par les professionnels de l'investissement, ne sont pas suffisamment calibrées pour agir dans le meilleur intérêt de leurs clients, et que donc là, nous pensons qu'il y a lieu de rectifier le tir et d'ajuster correctement le calibrage en question. Et enfin, troisième message clé, lorsque la Commission européenne soulève le sujet d'une certification pour tous les professionnels fournissant un conseil d'investissement qui soit commune aux différents acteurs, quels que soient les pays, évidemment dans le cadre de son histoire et de sa sensibilité, CFA Society France est évidemment favorable à ce que cette certification soit mise en place de manière la plus harmonisée possible, en tout cas dans ses principes, peut-être pas dans son application, mais en tout cas dans ses principes au niveau européen, afin qu'effectivement le conseil d'investissement suive dans les différents pays membres des cadres de référence les plus communs possibles. Next slide. Deuxième grand thème que nous souhaitions aborder, c'était les enjeux autour de la production de la recherche et en particulier le sujet de la couverture des PME. La couverture des PME, c'est évidemment un des points sensibles depuis plusieurs années en France, certes, mais en Europe en général. Plusieurs études, dont celle que le CFA a pu faire il y a 2 ans, a montré que effectivement la recherche pour les petites et moyennes valeurs était un sujet en question et qu'il posait un certain nombre de difficultés, et avec la constatation que de nombreuses entreprises de taille petite et moyenne n'étaient soit plus couvertes ou avaient une couverture qui était devenue insuffisante. Vous avez, comme moi, constaté que depuis l'instauration de la directive MiFID, s'est développé ce qu'on appelle la recherche sponsorisée par les émetteurs. La consultation publique aborde le sujet et nous demande comment est-ce que nous pensons son avenir. MiFID a permis le développement de la recherche sponsorisée, elle ne l'a pas interdit. Par contre, ce que nous pensons, c'est qu'il est important que la gestion des conflits d'intérêts soit la plus transparente possible, et qu'en particulier, il est important que les différentes procédures qui peuvent être au minimum reprises dans une charte mériteraient au mieux un cadre réglementaire similaire à celui qui est imposé aux agences de notation, tout simplement parce que la relation entre les analystes ou les bureaux d'études dont ils font partie et les émetteurs
est relativement similaire dans les deux cas, c'est-à-dire que le financement de la recherche produite est en fait obtenu par directement ou indirectement, et le mot directement ou indirectement est un élément important, de la part des émetteurs. Donc, je ne reviens pas en détail sur les règles proposées, mais dans la consultation, nous avons indiqué qu'il y avait un certain nombre de garde-fous à devoir bien ajustés et bien équilibrés en la matière. Deuxième message clé dans ce sujet qui nous paraissait important, la proposition que fait la Commission européenne de disposer d'une base de données supervisée par le régulateur européen, permettant à tous les investisseurs d'identifier les recherches existantes disponibles sur une société cotée, nous paraît être une bonne idée, sous réserve d'un certain nombre de dispositions pratiques, peut-être pour certains cas secondaires ou marginaux, mais nous insistons beaucoup sur le fait que autant c'est important que le recensement existe, autant c'est important effectivement qu'on sache qui produit quoi sur une valeur cotée, autant nous pensons qu'il ne faut pas qu'on instaure un monopole de diffusion de la distribution de la recherche et qu'il faut donc bien faire la distinction entre d'un côté le recensement et le chemin à suivre selon les différents canaux de distribution pour obtenir l'accès à cette recherche. Et donc, autant le recensement comme tel est important, autant la préservation des différents canaux de production et surtout de distribution de la recherche est également quelque chose à maintenir à l'avenir. Troisième message clé, nous pensons que quand on voit l'expérience des sociétés de gestion entrepreneuriale, il serait utile de ne pas se limiter à des contrats bilatéraux entre sociétés de gestion et producteurs de recherche, mais de favoriser par des mécanismes ad hoc de mutualisation l'existence de contrats collectifs entre sociétés de gestion entrepreneuriale et producteurs de recherche, et que c'est probablement une voie qui devrait permettre d'améliorer et de renforcer l'accès à la recherche existante pour les différents types d'acteurs. Et dernier point, il est important que la recherche indépendante soit exempte de certaines règles liées à l'incitation et en particulier de la considérer comme, dans certaines circonstances, comme étant assimilable à un avantage majeur, non mineur monétaire qui permettrait effectivement d'obtenir les règles en la matière. Next slide, please. Enfin, le dernier sujet sur lequel nous avons souhaité répondre, c'était dans la continuité de ce que l'ESMA avait déjà sollicité les acteurs et les parties prenantes à l'automne 2019. Nous avons souhaité rappeler ce que beaucoup d'investisseurs, qu'ils soient individuels ou institutionnels, souhaitent dans le cadre de l'établissement d'un consolidated tape à l'européenne. Vous savez qu'aux États-Unis, il existe ce qu'on appelle un système unique, le DTCC, qui permet de rassembler l'ensemble des informations relatives aux transactions sur plusieurs types d'instruments financiers.
le grand avantage de cet organisme unique commun à l'ensemble des places financières américaines, c'est qu'il permet à la fois d'avoir des données en temps réel pour ceux qui le souhaitent, mais aussi pour ceux qui souhaitent avoir un accès en temps décalé à des conditions financières attractives, disposer en fin de journée des informations liées au closing des opérations de marché. Et donc, effectivement, les deux principes que nous avons souhaité rappeler et qui nous paraissaient importants, le premier, c'était de dire que sur l'information post-trade, il fallait la rendre disponible aussi largement que possible pour les différents types de consommateurs de cette information. L'information post-trade, c'est à la fois une information qu'on peut obtenir en temps réel ou très proche du temps réel, mais à des conditions financières que nous estimons qui doivent être commercialement acceptables. Et puis, par contre, si on souhaite avoir une information exhaustive, mais en décalage, on doit pouvoir en bénéficier à des conditions attrayantes. Deuxième message en la matière, c'est d'avoir une position volontariste sur l'accès à l'information en pré-trade. Le débat sur les carnets d'ordre a toujours été extrêmement, je dirais, sensible et voire virulent entre les différents acteurs, que ce soit les brokers ou les investisseurs. Notre souhait, c'était de rappeler que tant que les instruments sont suffisamment liquides, il y a raison et logique à ce que, à mesure que le consider tape se développe, eh bien, il soit inclus dans le dispositif et que les informations soient accessibles sous réserve de dispositions opérationnelles adéquates. Et enfin, donc, je l'ai un peu évoqué indirectement déjà dans mes deux précédents messages, nous pensons que l'accès au consolidated tape doit se faire sous ce que l'on appelle de manière, dans le jargon de la régulation financière, une base commerciale raisonnable. Et base commerciale raisonnable, ça veut dire que les prix doivent être différenciés selon l'usage qu'on veut en faire. Et qu'il est logique que celui qui veut un accès en temps réel ne paye pas le même montant que celui qui souhaite une information au-delà d'un certain nombre de minutes, voire en fin de journée. Voilà l'essentiel des 9 messages que nous avions souhaité identifier et sur lesquels nous allons continuer à être présents. Et je vais maintenant laisser la parole à Josina qui va vous expliquer quelle a été finalement la présentation globale par CFA de sa contribution à cette consultation. Josina. Merci beaucoup Bernard pour cette très complète présentation. Et excusez-moi de tomber dans des anglicismes, mais c'est vrai que particulièrement MiFID, c'est compliqué. Et j'ai vu Bernard que même toi, tu parles des inducements aussi, donc ça me rassure. Bon, MiFID était vraiment un challenge pour, je dirais, pour CFA Institute. C'était effectivement une consultation très dense. Et surtout par rapport au temps, même si on a eu quelques semaines de plus, c'était quand même assez serré. Mais l'enthousiasme des sociétés dans l'Union européenne de CFA était vraiment super. On a eu beaucoup de feedback et même s'il y a eu, par exemple, des divergences dans quelques points de vue, c'est intéressant parce que pour la Commission européenne, une divergence montre quand même qu'il y a un point d'attention. Donc, pour nous, c'est important de soulever ces divergences et aussi où on se regroupe. Donc, voilà, ça, c'est extrêmement important. Ici, dans le slide, comme je vois que déjà, on a quand même passé un peu le temps. Donc, Marie-Alix, je vais
je vais passer un peu plus rapidement, mais rassurez-vous, les slides seront sur le site de CFS Society France à part après. On va sortir sous peu un briefing, un white paper sur tout ce qui est la gouvernance des produits. Et effectivement, MiFID tombe dedans. Donc, on a utilisé déjà quelques points de cette enquête, de ce briefing dans notre réponse à la consultation MiFID. Et c'était surtout sur est-ce que MiFID 2 est une bonne chose? Est-ce que c'est plus simple, c'est plus facile? Comme vous verrez des réponses plus détaillées par après, la réponse est mixte, clairement, et les répondants de cette enquête étaient les membres de CFA partout en Europe. Donc, les réponses sont assez mixtes. Il y a plus d'attention sur la manufacture de produits et le marketing. Par contre, il y a toujours un problème par rapport à la compréhension de l'investisseur. Est-ce que il faudrait plus d'éducation? Est-ce que quand même le Suitability Report de MiFID n'est pas assez bien structuré? Est-ce qu'il y a beaucoup de tick of the box? N'oubliez pas que des régulateurs tels que le régulateur allemand ont soulevé ces questions-là parce qu'en Allemagne, clairement, il y a beaucoup de tick in the box exercise quand on fait le Suitability Report. Il y a aussi encore des problèmes de complexité qui sont soulevés. Voilà, et ça, c'était important de mettre ça dans notre consultation parce que rappelons-nous que la Commission européenne regarde CFA Institute comme indépendant dans notre point de vue parce que vous êtes tous des personnes physiques et pas des sociétés. Et ça nous rend très indépendants finalement parce qu'il y a une multitude de vues. Donc, tout ce qui touche à la protection de l'investisseur, effectivement, c'est très important d'avoir le bon feedback. Pour ce qui était la certification, et en France, vous en avez travaillé beaucoup avec l'AMF sur ce point-là, clairement, nos membres en l'Union européenne ont souligné le point que ce serait vraiment beaucoup mieux d'avoir une certification européenne qui soit égale partout. Donc ça, c'était un point fort. Bernard avait soulevé qu'il y avait des points des détails qu'on a soumis à la commission en dehors de la consultation, la réponse de la consultation. Ceci était un des points. On a fait vraiment une étude assez approfondie des différentes conditions qui existent pour la certification en Europe parce que c'est un point particulièrement important pour la Commission parce que, rappelez-vous, ESMA, dans ce dossier, a qu'un droit de regard et d'essayer de pousser la convergence. Donc, ça reste très national. Ce qui est important, et Bernard l'a déjà expliqué sur les incitations, les inducements, les dernières semaines, il y a eu beaucoup de débats dans le Brussels Bubble sur tout ce qui est les incitations, parce qu'il y a eu une lettre des 3 autorités de supervision à la Commission qui parlait que peut-être un ban sur les incitations, donc prohibir les incitations, n'était pas une bonne chose. Et ça, c'est un retour, parce que je me rappelle, il y a quelques années, ESMA avait tendance à aller plutôt dans le camp de bannir, de prohiber les incitations. Donc, c'était quand même remarquable. Mais on voit aussi qu'il y a des régulateurs nationaux tels que les Pays-Bas, tels que aussi l'Espagne qui confirmait qu'ils essayent d'aller vers le ban, qui poussent vers un ban total. Donc, il faudrait voir. Nous, on essaye dans cette consultation surtout de souligner les différences de réponse de nos membres qui disent que, bon, on l'a vu, la société italienne dit que si ces incitations sont clairement indiquées, quand il y a la transparence, il y a le monitoring, il n'y a pas de risque additionnel. En Pologne, évidemment, comme ils sont très fortement dominés par le système bancaire, ça veut dire que pour eux, ils montrent que les groupes bancaires peuvent offrir leurs propres produits, ce qui serait un retour en arrière.
Voilà, et en France, vous savez déjà votre position, qu'il y a quand même un impact sur la recherche des PME. Mais je dirais que ce débat ne fait que commencer. Et donc, clairement, plus vous allez peut-être discuter dans votre Advocacy Committee ou quand vous voyez des opinions divergentes, mieux c'est parce que ce débat est important. L'AMF sûrement est en train de regarder ça parce qu'il y a beaucoup de discussions au niveau des régulateurs sur ce point-ci. Voilà, tout ce qui touche à la recherche, de nouveau, CFA Institute remarque qu'il y a une baisse, mais on dit, est-ce que c'est MiFID ou est-ce que c'est déjà parce que le système allait déjà vers une autre façon d'agir? Est-ce que c'est un fait qu'il y a plus de conglomération, qu'il y a des groupes plus larges? Est-ce que les forces de compétition font qu'il y a cette baisse? Pour nous, c'est trop tôt peut-être de dire c'est exclusivement MiFID. Et donc, ce qu'on souligne, et quand je parle avec ESMA et la Commission, je l'ai souligné, c'est qu'il faut faire plus de data research, de regarder ce qui se passe, faire plus de supervision. Par contre, dans les sociétés, vous voyez plus, et surtout sur le continent, il y a des sociétés telles que l'Italie, mais aussi en France, mais aussi dans d'autres pays où vous voyez quand même que ça a pris un grand effet. Et que la quantité de recherche sur les equities et sur des PME est vraiment en baisse. Voilà, mais là aussi, c'était intéressant que les membres de notre société au UK ne sont pas d'accord sur le point que les banques font un dumping de la recherche. Et ils trouvent que ça, c'est pas le point. Donc, nous, on avait soulevé ça comme un des points possibles de l'effet MiFID et eux, ils sont pas d'accord. Je continue et je sais que, bon, il y a très peu de temps, mais je vais essayer de continuer. Il y a de nouveau une divergence sur est-ce qu'il faut faire une mutualisation, un programme de funding public pour essayer de soutenir des boutiques de recherche indépendants. Est-ce que ce serait bien pour les PME? Bon, l'Italie est pour ce funding public de ce programme, mais en France et au UK, vous êtes un peu plus sceptique du fonctionnement et la gouvernance d'un tel programme. Donc, pour nous, c'était important de soulever que ça pourrait être une idée, mais que de nouveau, il faut regarder, faire un SWOT analysis, regarder les risques et les bénéfices. Sur le consolidated tape, tout le monde était plutôt d'accord, plus évidemment post-trade, oui, pre-trade quand c'est possible, et effectivement, ce serait vraiment une très bonne idée. Il faut quand même que ce soit consolidé pour tous les equities, ETF et Corporate Government Bonds, mais que ça doit être tout et all-inclusive. Je dirais aussi, ce qui est important dans notre réponse à cette consultation, c'était d'essayer de sortir que du cadre MiFID, parce que des réponses sur MiFID, comme aussi on a vu déjà avec ce qui se passe sur la recherche, c'est oublier que MiFID est dans un contexte post-crise financière qui était vraiment un tsunami de régulation. Il y avait 45 pièces de législation qui sont sorties dans ces années de post-crise, et je me rappelle, j'étais au Parlement européen. Et donc, il faut regarder ça dans tout le contexte. Et on suggère fortement à la Commission de faire un pas en arrière et de regarder ce qui se passe en termes des directives qui confondent des différents documents d'information tels que les kits, des directives qui veulent par contre obtenir une transparence des marchés mais qui obtiennent l'inverse. Le fait aussi des impôts sur tout ce qui est cross-border, qui sont discriminatoires et pas compétitifs. Donc, on souligne ces points parce qu'on a senti, dans mes conversations avec les députés européens,
on sent qu'il y a un renouveau de dire il faut revenir aux aspects qu'on avait soulevés avant la crise. Et notamment, je me rappelle d'un rapport d'une députée néerlandaise en 2005 qui déjà disait il faut des règles horizontales pour tout ce qui est investment management, des règles horizontales pour tout ce qui est protection à l'investisseur. Et l'autre jour, j'étais dans une conférence avec elle, on parlait d'investor education, elle me dit Josina, s'il te plaît, CFA doit réfléchir sur ces règles horizontales. Donc, je vous lance un défi pour ceux qui m'écoutaient. Et je sais qu'il y a des très fidèles qui aiment bien discuter. Je vous lance le défi, réfléchissez, venez avec des avis, think outside the box, parce que ça, pour advocacy et tout ce qui est CFA Institute, plus on peut réfléchir maintenant aux nouvelles façons de regarder le marché. Et vous savez que dans le mouvement Future of Finance, on regarde le futur de notre profession. Plus on est out of the box, je pense que mieux c'est pour ce moment qu'on est dans la réaction à la post-Covid. Voilà, donc ça c'était mon message.